RMC. After Paris. Alex Biggerstaff. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'After Paris épisode 15. Retrouvez-nous en podcast sur l'appli RMC mais aussi sur l'After Foot TV et sur YouTube. Un épisode aujourd'hui consacré au capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos. Plus de 500 matchs disputés avec Paris depuis son arrivée en 2013. Il a tout connu avec le club de la capitale, les doutes, les inquiétudes jusqu'à la consécration. Il a traversé les époques pour devenir un champion, mon frère. Et oui, parisien le plus titré de l'histoire du club avec 35 trophées glanés. Au casting, il fallait des témoins clés, des privilégiés qui ont assisté de près à l'évolution de Marquis. Fabrice Hawkins qui suit de très près l'actu du PSG pour RMC, auteur du livre De l'enfer au paradis aux éditions Flammarion est avec nous. Salut Fabrice. Salut Alex. Ça va ? Ouais, ça va, nickel. Toujours pour parler d'une légende. Toujours un plaisir comme Marquinhos. Exactement. Avec nous également Jérôme Sillon qui a commenté un bon nombre de matchs, je les compte plus, de soirées de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain pour RMC Sport. Salut Jérôme. Salut Alex, bonjour à tous. Tu l'as vu, un Marquis évoluer sous tes yeux. Il en a marqué des buts sous mes yeux. On a commencé quelques beaux moments, quelques mauvais aussi, mais des bons. Il en a pris aussi sous tes yeux. On va en parler. Et puis avec nous, invité exceptionnel, Jean-Michel Badian, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain de 2000 à 2006 et qui continue de suivre de très très près l'actu du club, est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Michel. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous pour parler de Marquinhos, effectivement référence à ce poste de défenseur central si important au Paris Saint-Germain. Jean-Michel, on va revenir sur la carrière de la légende Marquinhos parce que c'est la question qu'on pose un petit peu épineuse aujourd'hui. Marquinhos est-il la plus grande légende de l'histoire du PSG? C'est un club qui compte de nombreuses légendes, mais avec son parcours, d'où il est arrivé, comment il a progressé, évolué pour en finir avec un titre de Ligue des Champions et plus de 500 matchs disputés, la question mérite d'être posée. En tout cas, on va en parler dans un instant avec nos amis. Et pour répondre à cette question sur Marquinhos, tout d'abord, retraçons un petit peu le fil de la vie de Marquinhos depuis son arrivée en 2013. Tout d'abord, j'aimerais l'avis de Fabrice qui est plongé au cœur de la vie du club parisien avec le livre, on en parlait. Fabrice, raconte-nous comment étaient les débuts de Marquinhos lorsqu'il arrive au PSG en 2013. Marquinhos, il arrive un peu sur la pointe des pieds, on le connaît sans le connaître. On est très impatient aussi de voir ce que ça va donner, à l'image d'un Beraldo par exemple qui arrive au Paris Saint-Germain avec cette étiquette de joueur brésilien, talentueux, à en devenir, mais on ne savait pas réellement ce qu'il pouvait donner, et surtout quand il arrive, on n'imagine pas qu'il peut rester aussi longtemps au Paris Saint-Germain. Et il va réussir par ce qu'il fait sur le terrain, par sa personnalité. Tu as introduit l'émission en disant champion mon frère. C'est des petites choses comme ça qui vont faire qu'au fil des années, il va réussir à vraiment rester dans le cœur des Parisiens. On va en parler par la suite. Mais c'est arrivé vraiment petit à petit. On ne l'a pas vu venir et il est devenu une légende. Oui, parce que c'est l'histoire surtout d'une personnalité, bien au-delà de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais pour revenir sur le terrain quand même, le commentateur Jérôme, sur ce que tu as vu pendant de nombreuses années de la part de Marquis et surtout au début, on se souvient quand même que c'est un garçon très polyvalent qui a été utilisé à beaucoup de postes, ce qui n'était pas facile non plus pour arriver dans un si grand club, dans un si grand projet pour des débuts comme ça. Bon, déjà il arrive jeune, il n'est pas titulaire du tout puisqu'il y a Thiago Silva et il y a Alex qui sont titulaires, David Luiz aussi d'ailleurs dans la rotation, donc il n'arrive pas avec l'étiquette du titulaire, il arrive comme un jeune, comme un prospect payé très cher, plus de 30 millions d'euros à l'époque par Leonardo, mais comme un joli coup. Et c'est vrai qu'après il a mis du temps du coup à s'imposer, à être un titulaire. Il a joué d'abord arrière droit, parfois défenseur central qui est son poste de formation. Moi j'ai adoré aussi l'époque avec Thomas Tuchel où Tuchel le faisait jouer en numéro 6 en phase défensive et en défenseur central en phase offensive où il reculait pour ensuite organiser le jeu, et je trouvais que c'était une manière de bien utiliser sa qualité technique. Donc oui, il a été utilisé un petit peu partout et donc voilà, mais c'est devenu un titulaire à part entière et un cadre indiscutable, mais il a mis le temps, il a passé les étapes les unes après les autres. Jean-Michel, le défenseur à qui on s'adresse, forcément Marquinhos en tant que défenseur et son évolution de ses premiers matchs avec le PSG à ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un défenseur avec des qualités à part entière? Oui, il a des qualités fortes, c'est ce qu'on demande quand on aspire au très haut niveau, quand on voit les qualités dans la lecture du jeu, quand on voit les qualités dans la relance qui sont très importantes pour lui. On se rend tout de suite que ça va être un joueur, en tout cas, qui aura les qualités pour aller au haut niveau. Après, les différents détails qui t'amènent à basculer du bon côté, ça, c'est la suite qui nous permet de le dire. Mais moi, quand il arrive, moi qui suis un suiveur attentif de la Serie A, je suis dans un premier temps surpris parce que la Roma
est un club important en Italie, un club qui comptait sur lui. Et quand je le vois arriver, c'est pas les 30 millions qui me choquent. Je me dis, la Roma a laissé filer un mec qu'il considérait comme un joueur très, très important pour l'avenir. Donc, sur le coup, je mets ça sur le compte et sur le bon compte de Léo, parce que je me dis, même s'il a son réseau, lui, italien, qui fait que sur les premières années, il fait son mercato dans les grands clubs italiens. Je me dis bravo à lui. On verra ce que va devenir Marquis, mais quand il arrive, je me dis bien joué, bravo. Surtout que la concurrence est rude lorsqu'il arrive, et puis il y a des comparaisons avec des compatriotes. Il y a Alex, il y a Thiago Silva, surtout. C'est dur d'arriver dans l'ombre de ces garçons-là pour ensuite performer, non ? C'est dur, mais ça lui fait du bien en même temps, parce que c'est un garçon intelligent qui a su attendre son tour et qui a su évoluer à différents postes. Jérôme le disait aussi, espèce de couteau suisse quand il arrive. Et justement, d'avoir cette complicité avec Thiago Silva, avec Alex, surtout Thiago Silva, qui était son modèle, son mentor, avec qui il a joué par la suite titulaire au Paris Saint-Germain, en sélection nationale aussi. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a permis de grandir aussi, et il y a eu une espèce de passation de témoins qui s'est faite quand Thiago Silva est parti. On peut parler aussi de haut et de bas, parce que la carrière de Marquis aujourd'hui elle est telle qu'elle, mais il y a eu beaucoup de périodes qui ont été compliquées pour ce joueur, et notamment lorsqu'il était plus jeune. Jérôme, toi qui as suivi de nombreux matchs de Marquinhos, quelle a été un peu la période déclic dans sa carrière, qui lui a connu des périodes un petit peu plus compliquées aussi? Il ne faisait pas l'unanimité. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que Marquinhos, c'est effectivement l'une des plus grandes légendes du Paris Saint-Germain, parce que ça y est, la Ligue des Champions a enfin été remportée après 12 ans de rêve sous la propriété donc des Qataris et de QSI. Mais il faut se rappeler que pendant très longtemps, Marquinhos a aussi été l'incarnation du PSG de la loose, celui qui se faisait sortir, celui qui subissait remontada après remontada. Moi, il y a deux souvenirs, deux immenses désillusions qui me reviennent quand je pense à Marquinhos. La première, c'est évidemment la remontada, le 6-1 encaissé au Camp Nou face au Barça, où c'est lui qui provoque le penalty, la petite faute sur Luis Suarez. Alors, toute petite faute, mais il y a quand même penalty qui est sifflé, donc derrière Paris se fait sortir. Et puis, je me souviens très bien, parce que là, pour le coup, c'est un match qu'on commentait avec Manu Petit sur RMC Sport, c'est l'élimination aussi sur la pelouse du Real. On est en 2022, 8e de finale retour. Le PSG vient d'encaisser déjà 2 buts, alors qu'il menait 1-0 à la mi-temps. Et il y a cette relance hasardeuse, cette espèce d'extérieur pied droit, parce que la pression arrive trop vite, donc du coup il veut se débarrasser du ballon, il panique un peu, il rend le ballon à Benzema qui lui marque en première intention le but du 3-1 qui qualifie le Real. Donc ça, c'est vraiment, je pense, deux moments assez tragiques de la carrière de Marquinhos. Mais moi, j'ai aussi en tête le Final 8, où c'est lui qui va sauver le Paris Saint-Germain en quart de finale contre l'Atalanta, en marquant dans le temps additionnel le but de l'égalisation d'abord, et ensuite c'est lui qui montre le chemin aussi au PSG en demi-finale contre Leipzig lors de ce Final 8, donc à Lisbonne, où il n'y avait pas de public. Il y a plein de fois en fait où c'est lui qui a montré la voie par ses buts, nombreux, plus d'une trentaine quand même sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est énorme pour un défenseur central, et aussi par son attitude, ses replis défensifs où on le voyait et il éructait presque ensuite après avoir réalisé un tacle glissé, un ballon contré alors qu'il filait au but. Et ce que je trouve intéressant à noter dans ce que vient de dire Jérôme, c'est effectivement Marquinhos, ça n'a pas toujours été très lisse. Moi, je me souviens à l'été 2023 quand Luis Enrique arrive, il y a une volonté de faire table rase du passé, notamment peut-être d'écarter certains joueurs qui ont une étiquette et qui portent sur eux les défaites passées. Et parmi ces joueurs-là, c'est pas que Marquinhos était poussé vers la sortie, mais s'il avait demandé, s'il y avait un club qui était venu, qui avait posé ce qu'il faut, le Paris Saint-Germain l'aurait laissé partir bien volontiers. Donc quand on voit derrière ce qui s'est passé, on se dit que parfois une carrière, ça se joue à pas grand-chose. En tout cas, certains trophées se jouent à pas grand-chose. Juste avant de parler de la personnalité, justement, je vais interroger Jean-Michel là-dessus. Je vous propose juste d'écouter avant un ancien coéquipier de Marquinhos, c'est Zoumana Camara, l'entraîneur de Montpellier, qui a connu Marquinhos pendant 2 saisons au Paris Saint-Germain avant de prendre sa retraite au PSG. On l'a interrogé, Zoumana Camara, il y a quelques jours à propos de Marquinhos. Écoutez-le sur l'unanimité sur une aussi longue période qu'a fait le Brésilien, Zoumana Camara. C'est quelqu'un de top. Il est apprécié de tout le monde. Je pense que si vous demandez aux salariés du Paris Saint-Germain, ils vont tous, de ceux qui préparent à manger à ceux qui font le ménage, à l'intendance, tous ceux qui gravitent autour du club vont vous le citer en positif, parce qu'il est respectueux, il est agréable, il est toujours souriant, il a toujours un petit mot gentil. Et puis après, le talent du joueur.
Donc quand vous mixez humainement quelqu'un de top et en plus un joueur de très haut niveau, forcément ça donne un mix et ça donne un peu ce que doit être un capitaine. En tout cas, il représente ce qu'est le PSG aujourd'hui. Il représente ce qu'est le PSG aujourd'hui, on l'a dit, 35 trophées glanés, dont celui de la Ligue des Champions tant attendu, et surtout une personnalité qui va au-delà des performances du terrain. En dehors du terrain, c'est de l'aura aussi, Marquinhos. Jean-Michel, c'est très important ça quand on parle on emploie le terme légende pour un club comme le Paris Saint-Germain, d'avoir marqué les esprits au-delà du terrain. C'est le cas de Marquinhos? Oui, parce que c'est ce qui reste. On a des championnats qui sont très importants comme la Première Ligue, où très souvent, dans l'importance qu'on donne aux anciens, on parle très souvent aussi de l'homme et de la trace qu'ils ont pu laisser des salariés de l'ombre à ceux qui sont un peu plus dans la lumière. Et je pense que au Paris Saint-Germain, Marquis rentre complètement dans cette définition. Quand on revient un petit peu au début, quand il arrive, le fait de vouloir apprendre très vite le français, ça témoigne d'un mec qui a envie de s'inscrire dans la durée. Et puis, si on ajoute à ça que on parle pas seulement de sa propre personne, il a fait du Paris Saint-Germain un projet de vie, un projet de famille. Quand on voit l'attachement que peut avoir son frère, ça peut avoir sa femme, il est arrivé jeune homme, aujourd'hui il est père de famille avec beaucoup de responsabilités liées au football, mais pas que. Il a des enfants qui sont aujourd'hui parisiens, donc pour moi, ce mix, pour faire d'un joueur une légende, il faut l'homme, il faut aussi ce sentiment de résilience, parce qu'on a parlé des défaites importantes, et je pense que tout le monde peut en citer. Elles sont diverses et variées. Jérôme faisait état de Madrid, de la remontada. Je peux y ajouter aussi Manchester avec l'équipe de gamins avec laquelle ils étaient venus au parc. C'est facile pour moi de m'en souvenir parce que j'étais à Sydney et avec le décalage horaire, j'avais dit à mon frère je vais pas me réveiller, on va se qualifier et on verra à mon retour à Paris les prochaines séances. J'aurais peut-être dû me réveiller, comme l'ensemble de l'effectif d'ailleurs. Et je pense que tout ça a nourri aussi le parcours de Marquis à Paris, quoi. Être une légende, c'est aussi à un moment donné accepter de recevoir les coups, justifié ou pas, parce que le foot est un sport qui est tellement populaire, qui est aussi quelque chose qui touche aussi à l'intime, quoi. Donc recevoir les coups, justifié ou pas, se relever, moi je juge toujours la qualité d'un joueur, d'un homme à sa capacité de rebond. Il a vécu des moments aussi très compliqués avec Paris et c'est la première pensée, avec peut-être les titis aussi de l'effectif, que j'ai eu au soir de la victoire face à l'Inter en Champions, quoi. Et puis, ce qui lui a fait entrer sans doute aussi un peu plus encore dans le cœur des supporters, c'est les dernières secondes avant le coup de sifflet final à Munich, lors de la finale contre l'Inter, où on le voit commencer à pleurer. Il est gagné par l'émotion. Moi, j'avoue que ça m'a tiré les larmes aussi. Enfin, vraiment, c'est tout le club en lui à ce moment-là. Exactement. En fait, il est l'incarnation d'un rêve enfin accompli, et que ce soit lui en plus qui soit envahi par cette émotion-là. Je pense que voilà, c'était la dernière image pour concrétiser à quel point il est entré dans le cœur des supporters du Paris Saint-Germain. Et on va continuer d'en parler dans un instant de cet after Paris avec Marquinhos, la légende du club. Est-il la plus grande légende de l'histoire du PSG? On continue d'en parler avec Jean-Michel Badian, Jérôme Sillon et Fabrice Hawkins. De retour dans After Paris, un épisode consacré au capitaine du PSG, Marquinhos. Est-il la plus grande légende de l'histoire du club de la capitale? On en parle avec Fabrice Hawkins, avec Jérôme Sillon et Jean-Michel Bagnat, notre invité exceptionnel dans ce podcast After Paris. On parlait à l'instant de son parcours à Marquinhos, de ses hauts et ses bas, de son aura aussi en dehors de la pelouse. Il y a un mot qui doit être utilisé dans ce podcast, les amis, c'est peut-être la fidélité aussi, parce qu'on s'aperçoit que dans le football actuel, c'est de plus en plus rare d'avoir des joueurs qui effectuent quasiment une carrière entière dans un même club. On va voir un petit graphique dans un instant, mais sur les joueurs qui ont eu l'habitude de jouer pour un même club quasiment. On sait qu'en Espagne, il y a Coquet, voilà, avec l'Atlético de Madrid à 592 matchs, Thomas Müller au Bayern, Luka Modric avec le Real, Jan Oblak, Marquinhos est dans cette catégorie-là de joueurs. Fabrice, quand on voit l'histoire du Paris Saint-Germain avec notamment l'arrivée des Qataris, des joueurs
qui incarne le projet et qui reste surtout. C'était difficile au début pour le club de la capitale, mais certains joueurs ont incarné cet état d'esprit et c'est le cas de Marquinhos. Ouais, et c'est pas évident pour Marquinhos parce que quand je vois cette liste, il y a Müller et Modric qui jouent dans ce qui se fait de mieux en Europe, peut-être au monde. Yann Oblak qui a un poste particulier, Koké qui est pas non plus très très bon joueur, hein, mais qui est pas celui qui va être courtisé tous les mercatos. Donc c'est peut-être moins évident pour Marquinhos d'avoir eu cette longévité avec le Paris Saint-Germain, parce que lui, pour le coup, il a eu des vraies possibilités de partir. Je pense notamment à un été où le FC Barcelone a fait le forcing, Barcelone qui voulait et Verratti et Marquinhos, et il fallait être fort psychologiquement pour rester, parce que c'était pas non plus une période où le Paris Saint-Germain pouvait espérer gagner la Ligue des Champions à court terme. Donc c'est vrai que de rester dans un club avec toutes les propositions, toutes les sollicitations qu'il pouvait avoir, ça témoigne vraiment de l'attachement qu'il a pour ce club. Et justement, on peut peut-être le comparer à d'autres légendes dans d'autres grands clubs européens. C'est la question qu'on a posée à Zoumana Camara, l'entraîneur de Montpellier, ancien coéquipier de Marquinhos au Paris Saint-Germain. Écoutez-le dans sa réponse. Par rapport à sa longévité au plus haut niveau, par rapport au fait qu'il soit aussi ce capitaine qui soulève ce trophée pour la première fois au Paris Saint-Germain, je pense qu'il fait partie de ces joueurs. Ouais. Il fait partie de ces joueurs de Manuel Neuer. Il lui reste encore 400 matchs pour arriver à Maldini avec le Milan. Hein. Ça fait un petit peu loin. Ça fait un petit peu loin, mais bon, c'est déjà quand même fort parce qu'il y a ce trophée de Ligue des Champions au bout. Et c'est vrai que quand on retrace des grandes carrières de très grands joueurs du top niveau européen qui sont restés dans le même club et qui ont réussi à l'emporter derrière, la liste se réduit petit à petit. Et on ne parle plus que de légendes du sport. Karim Benzema au Real, Lionel Messi à Barcelone. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça à droite à gauche, et c'est vrai que de mettre Marquinhos dans cette catégorie, ça fait un petit peu plus briller encore le nom. Pour revenir quand même sur les faits marquants de Marquinhos, Jérôme, il y a des matchs qui ont véritablement compté dans la carrière, même si quand on parle des matchs de Marquinhos, on parle surtout de régularité, parce qu'il a quand même été au niveau très longtemps, assez souvent, mais il y a eu des matchs où il a apporté sa pierre à l'édifice un peu plus que d'autres. Tu dois avoir des souvenirs de ça. Oui, je te le disais tout à l'heure, il y a les 2 buts qui marquent au Final 8. Je me souviens aussi d'un match dans des conditions très particulières. On était encore en mode Covid à Munich, sous la neige. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. On doit être en 2021, de mémoire. Ça doit être un quart de finale aller, je crois, où le Paris Saint-Germain va gagner 3-2. Et donc, sous la neige, il marque un but magnifique. Et je crois qu'il donne aussi un ballon en profondeur sur un des buts de Neymar. Donc voilà, c'est des petits flashs que j'ai comme ça. Il a souvent été très décisif, il a souvent été très impliqué aussi offensivement. C'est pas un joueur qui impressionne par son gabarit, c'est pas un joueur qui impressionne par sa puissance physique, mais c'est un joueur qui a un timing, notamment dans le jeu de tête, qui est très précieux, notamment dans la phase offensive. Et je pense que c'est aussi ce qui lui a permis de durer dans le temps, et notamment au Paris Saint-Germain, c'est d'être capable d'être un défenseur régulier dans l'anticipation, mais d'être également une vraie menace sur le plan offensif. Pour souligner, ce que tu racontais sur le domaine aérien, regardez cette stat, Marquinhos, c'est une véritable arme dans les airs pour le PSG, parmi les meilleurs buteurs de la tête du club. Il y avait notamment Edinson Cavani, bien sûr, mais aussi Pedro Miguel Paoletta et Marquinhos, qui en a inscrit quand même 25 buts de la tête. Alors qu'il n'est pas si grand que ça, Paris, alors qu'il est pas si grand. Vous voyez les chiffres à l'instant. C'est un bon timing, c'est un sens du placement, mais ça va au-delà du coup des qualités aussi de défenseur, de la personnalité que l'on disait. C'est qu'il y a des qualités chez ce garçon qu'on ne voit pas forcément chez d'autres défenseurs. De toute façon, sinon il ne serait pas là depuis si longtemps. Il n'aurait pas traversé quasiment toutes les époques avec tous ces grands entraîneurs. À un moment donné, quand on fait de l'unanimité avec Pochettino, avec Tourelle, avec tous ces grands coachs, Luis Enrique aussi, c'est qu'on est un joueur à part. Et Marquinhos, c'est vrai que dans ce domaine-là, pour avoir même discuté avec certains joueurs, il est assez surprenant, parce que ce soit coup de pied arrêté offensif ou défensif, vous regardez, on a toujours l'impression qu'il ne va pas l'avoir, parce que généralement il est légèrement plus petit que son vis-à-vis, et il arrive toujours à sauter au bon moment. Et moi, ce qu'on me disait, et notamment dans le staff du Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut, en fait, il se met au bon moment, au départ du ballon, il est déjà au bon moment, donc derrière il a juste qu'à sauter au bon moment. Mais c'est un vrai, c'est vraiment une expertise de pouvoir faire ça et le répéter avec tous les ballons qui arrivent, sachant que l'adversaire étudie un petit peu ton comportement et sait comment tu vas jouer. Jean-Michel, est-ce que tu penses qu'on a sous-estimé longtemps le côté tactique, le sens tactique, l'instinct aussi de Marquinhos, justement, comme ça, sur les corners, sur ses buts de la tête?
Non, j'ai pas l'impression, même si très souvent on a tendance à lier et se contenter quand on évoque un joueur, parler de son jeu aérien. La technique défensive et les postures qu'il te faut offensivement sont totalement différentes. Donc tout ça, c'est à mettre à son crédit. Mais moi, je mets très souvent en avant, quand je parle de Marquinhos offensivement en tout cas, la posture qu'il peut avoir. Très souvent, ça joue à peu de choses, hein, surtout sur le très haut niveau. Hein. C'est une épaule posée, c'est être capable de passer devant, c'est une lecture de trajectoire, c'est un sens du timing, être capable de se dire, moi le ballon, qu'il arrive ou qu'il arrive pas, en tout cas moi ma part du travail, c'est de créer le temps d'avance sur mon vis-à-vis. Et ça, Marquinhos, c'est très fort là-dessus. Je le trouve même meilleur sur tout ce qui est coup de pied arrêté offensif que défensif. On parlait des comparaisons tout à l'heure avec des compatriotes de Marquinhos et notamment Thiago Silva, qui est un défenseur hors norme, qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, qui malheureusement a emporté lui cette malédiction autour de la quête du trophée européen. Et on parlait de la personnalité tout à l'heure. C'est vrai que Thiago Silva a aussi laissé malheureusement cette image d'une certaine fragilité et qui a fait du mal à tout le monde, aux supporters et lui le premier intéressé. Et on a la sensation que Marquinhos a failli être touché un petit peu par ça et au final a su s'en extraire un peu, Fabrice. Il a réussi à gagner la Ligue des Champions. Hein. C'est ce qu'il souhaitait, c'est ce que le club souhaitait. Dans ces moments de fragilité dont tu parles, il a été souvent question justement de faillite dans cette compétition, dans les moments clés. Et le fait de l'avoir gagné avec le Paris Saint-Germain, je pense que ça a exorcisé, ça l'a libéré de tous ses démons. Et aujourd'hui, c'est un Marquinhos beaucoup plus serein, avec beaucoup plus de confiance. En tout cas, c'est ce qui laisse transparaître quand on le voit de l'extérieur. Disons que l'étiquette est décollée maintenant grâce à la finale contre l'Inter, alors que c'est vrai que Thiago Silva, lui, gardera à jamais cette étiquette-là, cette étiquette du défenseur central peut-être plus fort, d'un point de vue individuel, par ses qualités. Au Monstro, c'était aussi quand même son surnom, le monstre. Et c'est vrai qu'au PSG, il était monstrueux aussi par moments. Mais il y avait cette émotivité, cette fragilité mentale peut-être, ou en tout cas cette trop grande peut-être sensibilité. Et puis voilà. Et puis lui, il est parti. Il a gagné avec Chelsea, Thiago Silva, mais il n'a pas gagné avec le PSG. Donc c'est vrai qu'en termes d'image, Marquinhos est largement au-dessus, alors que peut-être qu'en potentiel, il est en dessous. Oui, parce que quand on cite évidemment les légendes du PSG, on rappelle Pilorget qui a disputé un très grand nombre de matchs aussi, mais dépassé depuis par Marquinhos, Suzic, Daleb, Rai, Ronaldinho, Georges Weah. Enfin, il y en a pléthore. D'où la question d'aujourd'hui. Marquinhos est-il la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain? On approche de la fin de ce podcast, donc j'aimerais la poser directement maintenant, la question à vous trois. Et je vais commencer par Jean-Michel Badiane. On a parlé du palmarès, on a parlé de la Ligue des Champions, on a parlé de l'aura et de l'évolution de Marquinhos. Est-ce que le compte est là? Est-ce que c'est la plus grande légende de l'histoire du PSG, Jean-Michel? En tout cas, il est dans cette, j'ai envie de dire, dans cette bagarre. Donc ça, c'est pas rien. Quand on parle de résilience, quand on parle de longévité, quand on parle du poste, aussi important, hein, parce que tout ce qui marque les gens, et à juste titre, on est dans un sport de spectacle, c'est tout ce qui a trait aux joueurs offensifs. Mais encore une fois, il y avait un Graal à aller chercher, et celui dont on se souviendra sûrement à vie. Je pense que dans 10, 15, 20, 30 ans, on se posera la question où est-ce qu'on était au soir du match de cette finale face à l'Inter, et qui a posé le trophée sur la table. On parlera de Marquis. Jérôme, est-ce que ce lien particulier que lui a développé avec les supporters ce soir-là en mai dernier fait que c'est la plus grande légende du club? C'est difficile à dire aujourd'hui, je pense, parce qu'il est encore en activité. Je pense qu'on se rendra compte de la trace laissée par Marquinhos un petit peu plus tard dans le temps, je dirais. S'il en gagne une deuxième. Ouais, peut-être, et peut-être même aussi. Et moi, c'est vrai que le côté légende me ramène souvent à mon enfance. Et c'est souvent les émotions quand on est petit qui décuplent
les choses. Et moi, les souvenirs que j'ai du Paris Saint-Germain, pour moi, la plus grande légende, c'est peut-être Rai, par exemple, parce que j'étais adolescent. Avec tes yeux d'enfant, c'est ça, avec mes yeux d'adolescent, j'avais l'impression que ce qu'il réalisait était tellement incroyable, extraordinaire, inaccessible. Et il a remporté beaucoup de titres aussi avec le Paris Saint-Germain, même s'il n'y a pas la Ligue des Champions dans la vitrine à l'époque. Mais, et puis, on s'identifie peut-être plus facilement à des joueurs offensifs qui brillent par le but que Marquinhos qui brille en défense ou par le nombre de matchs qu'il a désormais sous le maillot parisien. Fabrice, pour répondre à la question qui est tellement dure d'obtenir une réponse. C'est pas évident, c'est vrai que Marquinhos fait partie des légendes du Paris Saint-Germain, ça c'est indéniable. Je pense aussi comme Jérôme qu'il faut laisser un petit peu qu'il aille au bout de sa carrière avec le Paris Saint-Germain et qu'il aille au bout de son aventure pour vraiment juger de sa place. Et puis je pense surtout que vous n'obtiendrez pas une réponse, vous mettez 10 Parisiens dans la pièce, c'est compliqué parce que ça dépend des époques, ça dépend de sa sensibilité. On peut jamais faire l'unanimité sur une question comme ça. Exactement, moi j'ai une sensibilité, c'est vrai, qui est tournée plutôt vers les attaquants, tu vois. Donc moi j'ai grandi en regardant un Ronaldinho par exemple, qui même en étant fan ou pas fan du Paris Saint-Germain, c'est même pas la question. Le même palmarès, mais voilà, oui. il a rien gagné par exemple, mais il faisait rêver. Enfin quand je dis il a rien gagné, voilà, il n'y a pas de trophée majeur, mais il faisait rêver. Jean-Michel ? Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sensibilité quand on parle de foot. Moi, petit, je suis arrivé au club, j'avais 8 ans. J'en suis reparti, j'en avais 24. Moi, j'ai grandi avec mon idole, déjà, George Weah, et le duo qu'il formait avec David Ginola. Je me disais, on avait les meilleurs duos du monde. Et pourtant, ils ont pas pris le Graal, mais il y a X demi-finales de Coupe d'Europe, et puis en termes d'émotion, parce qu'on a la chance de parler d'un sport qui nous touche à l'émotion, quoi. Moi, j'avais pas plus fort que. Aujourd'hui, je parle avec mon père, il me parle aujourd'hui forcément du Paris Saint-Germain actuel, mais il n'y a pas de conversation, il n'y a pas Mister George et David Ginola qui à un moment donné interviennent, quoi. Comment t'as vécu le soir de la finale de la Ligue des Champions quand t'as vu Marquinhos en larmes soulever le trophée, toi en plus l'ancien défenseur ? Alors pour être honnête, pour une fois j'étais content que mon avion ait du retard parce que le hasard faisait que je m'envolais vers les Seychelles le soir de la finale. Très bon programme. Donc le salon Air France a fait le boulot pour pouvoir me permettre de regarder le match. Et c'est con, hein, parce que y a que quand on est vraiment dedans qu'on peut vraiment on comprend les choses, mais j'ai aussi versé ma petite larme quand j'ai vu Marquis en fin de match, quand tu te dis qu'après autant de campagnes où ça dépasse le simple rapport au foot, hein, parce que tu te fais chambrer partout quand ça va pas, parce que Paris c'est clivant, donc on aime ou on n'aime pas, mais tout le monde en parle. Et je me retrouvais devant ma femme, elle me posait la question, mais tu pleures pourquoi ? Mais parce que tu te rends pas compte, quoi. Parce que c'est beau les Seychelles. Joueur passé par oui, aussi. Il dit, les Seychelles, c'est les émotions. Je pleure devant les heures d'avion qui nous attendent. Mais jeune joueur de centre de formation, joueur qui a eu la chance de jouer en équipe première, supporter à vie et connaître ça. J'espère vivre le plus longtemps possible, mais je pourrais dire la première, j'y étais. Ouais. Marquinhos, finalement, c'est peut-être pas le PSG, c'est tout simplement Paris avec cette quête de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Jean-Michel Badiane d'avoir été avec nous dans cette After Paris épisode 15. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Fabrice. Je rappelle le livre de l'enfer au paradis aux éditions Flammarion. Évidemment, il y a un peu de Marquis quand même dedans dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Évidemment, aujourd'hui, merci à vous de nous avoir écoutés et surtout laissez un commentaire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Après ce podcast, dites-nous quelle est votre légende, votre plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain. À très bientôt dans After Paris. RMC After Paris.